Laisse-toi faire et accroche-toi. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Bienvenue dans le monde réel. Alors qu'est-ce que le monde réel? On va essayer de le définir ensemble. Alors je vous commence comme ça par un extrait très accueillant pour vous remercier de vous être levés si tôt. Ceux qui étaient dans un cauchemar et qui se sont réveillés trop tôt pour le finir, ben voilà, on le termine ensemble. Et ceux qui étaient dans un rêve, et ben vous allez voir, les extraits suivants, j'espère, vont vous réconcilier avec votre monde onirique. Bon, alors, ce matin, on a une petite heure. Demain, on aura aussi une petite heure. Ça fait quand même 2 heures, c'est pas mal. Donc demain, il y aura une suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter des possibles de l'humanité avec des films de science-fiction. Ce sont souvent des possibles dystopiques, il ne faut pas se le cacher, puisque comment dire, les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc comme ils n'ont pas d'histoire, on ne peut pas la raconter. Et la science-fiction nous présente souvent, toujours, quasiment, des évolutions négatives possibles pour nous alerter sur le monde présent. Alors juste un petit élément de définition, quand on dit numérique ou digital, est-ce qu'il y a une différence pour vous? Ou est-ce que c'est pareil? Qui pense qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Digital, c'est avec le doigt, c'est vrai. Alors digitus, en latin, c'est le doigt. Digital, au départ, il me semble que c'est parce que, vous savez, sur les premiers réveils digitaux, on a remplacé l'aiguille qui tourne par des doigts comme ça. Là, vous voyez, on fait les chiffres avec des doigts, c'est ça. Après, le doigt, maintenant, on s'en sert beaucoup. Petite poussette, vous avez vu c'est pas là, mais enfin, vous avez vu, c'est qui est devenu petite poussette. Effectivement, avec le doigt, comme disait Michel Serres, eh bien, on tient dans sa main, maintenant, avec un téléphone portable, davantage de pouvoir qu'on avait un empereur comme Alexandre. Il y a une différence, c'est qu'avec son téléphone portable, on ne peut pas tuer des gens directement, alors que Alexandre le Grand pouvait le faire. Vous voyez, donc, il y a un rapport encyclopédique au monde, et un rapport de puissance aussi, puisqu'on peut commander, en général, des choses qu'on achète. Mais on ne peut pas encore commander, enfin on peut commander, certaines personnes peuvent commander la mort de loin, évidemment en appuyant sur un bouton, évidemment. Et là ce qu'on voit en fait c'est 2 mondes concurrents. Le monde réel qui a l'air détruit, qui a l'air inhabitable, et dans ce film qui s'appelle Matrix, ce que vous voyez c'est quelque chose qui n'existe pas comme notre réel commun, mais qui existe comme une simulation, vous voyez, un monde... illusoire, virtuel et illusoire, c'est pas la même chose parce que le monde virtuel en général, on sait qu'il se superpose au monde réel, on y rentre et on en sort, alors que là on y est, on est dedans dans Matrix et donc c'est une illusion. Petit élément de définition, vous connaissez la différence entre une illusion et une fiction? Ou est-ce que pour vous c'est pareil?
Alors, c'est quoi une fiction? C'est quand vous allez au cinéma, vous savez que c'est pour de faux. Et donc, dit Spinoza, c'est pour de vrai. C'est-à-dire que du moment où vous savez que c'est pour de faux, ça enrichit votre esprit. Vous voyez, c'est un monde en plus. Si c'est une illusion, si vous croyez vraiment que ça existe pour de vrai, ben là, vous êtes victime de quelque chose de faux. Vous voyez, donc le rapport aux images, selon que c'est une illusion ou une fiction, soit c'est un appauvrissement, soit c'est un enrichissement. Voilà, donc le cinéma, a priori, de manière certaine, c'est de la fiction, et donc c'est un enrichissement. Et là, ce qu'on vous montre, c'est la dissociation entre un monde réel inhabitable et un monde, comment dire, virtuel, illusoire et numérique. Alors ça vient d'où ça? C'est la possibilité de numériser le monde et de le reconstituer numériquement. Là vous avez un mélange, hein. Vous avez à la fois dans ce film des images numériques, d'ailleurs vous avez vu c'est plutôt un monde blanc, un monde vide, un monde où on peut, par le calcul, générer des objets. Et vous avez des acteurs qui sont réels, qui ont été captés de manière analogique. Donc on fait la différence entre le monde analogique et le monde numérique. Si vous avez un appareil photo, vous en avez tous sur votre téléphone portable, c'est toujours un appareil numérique, mais les puristes, les photographes puristes font encore de l'analogique, c'est-à-dire de la pellicule, c'est-à-dire qu'ils captent quelque chose de réel par une réaction chimique sur une pellicule. Le monde réel s'imprime vraiment, même si c'est à l'envers, sur une pellicule. Vous voyez la différence? Analogique, ça suppose un rapport au monde réel. Numérique, ça suppose que les images sont le résultat d'un calcul, des 0 et des 1. C'est ça la différence. Essentielle. Et qui a permis cette différence essentielle? C'est un philosophe français qui s'appelle René Descartes. C'est le premier, ou disons le deuxième. Si on remonte à Pythagore, on peut remonter loin, avec l'idée que la vérité de la nature, c'est le nombre. Descartes est le premier mathématicien. Il y a peut-être des mathématiciens meilleurs que moi qui vous soit le confirmeront, soit l'infirmeront, on verra à la sortie. Avoir fait le lien entre ces deux univers que vous adorez, qui sont la géométrie et l'algèbre. Je fais juste une phrase là-dessus, on passe à autre chose. C'est quoi la géométrie? Pour faire très simple, c'est l'étude des figures. Vous voyez, ça prend de la place, c'est dans l'espace. Triangle, carré, cercle. Bon, il y a plus complexe, mais c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on peut tracer dans l'espace, d'accord? C'est ce qui a une forme. L'algèbre, c'est quoi? C'est les équations. Y égale à x plus b, par exemple. Mais en fait, si je vous le dis comme ça a l'air de rien. Mais si je vous dis y égale 3x plus 2, ça se trace, c'est une droite, dans un repère cartésien. Vous voyez, Descartes, il a donné son nom à un repère. Les abscisses, les ordonnées. Et que dit Descartes? Que nous apprend Descartes? C'est que tout ce qui se dessine peut s'écrire sous forme d'équation. La géométrie et l'algèbre sont reliés. D'accord? Y égale ax plus b, c'est aussi la recette de la pâte à crêpes. Par exemple, pour faire de la pâte à crêpes, il faut un certain nombre d'œufs, plus de la farine par exemple, vous voyez, et c'est proportionnel. Donc une droite, ben, ça peut permettre de comprendre ce qu'est une recette. Bon, bref, ce que je vous dis en fait, c'est qu'il y a une correspondance entre le monde réel, la nature, on peut la mathématiser, on peut écrire toutes les formes, en tout cas c'est le pari de Descartes, toutes les formes peuvent s'écrire avec des signes. D'accord? Et donc ça marche dans l'autre sens. C'est quoi le monde numérique? Ben, tout ce qui s'écrit peut faire naître des formes. Et quand vous fabriquez des formes numériques, ben c'est ça, numérique, avec des 0 et des 1. Vous pouvez faire un triangle, vous pouvez faire un cercle, vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire des humains, enfin des humanoïdes, vous voyez, des choses comme ça. D'accord? Bon, ça c'est le point de départ. Alors maintenant, la question c'est qu'est-ce que ça fait à l'humain de pouvoir numériser, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer des images simplement par du calcul. Alors, comme on allait assez loin là, il n'y aura pas plus difficile aujourd'hui que ce que je viens de vous dire là. On va se calmer un peu. Je vais vous montrer l'équivalent français du film que vous venez de voir. C'est un film qui s'appelle Les Sous-doués passent le bac. Parce qu'en fait, cette idée-là, hein, qu'on peut numériser le monde, ça a des conséquences dans plein de domaines. Alors, première conséquence, sur l'apprentissage. Hier, si vous étiez là, Cynthia Fleury vous a parlé de la question de l'apprentissage. Elle dit, si vous pouvez uploader, c'est-à-dire télécharger, comme on dit, hein, télé, ça veut dire à distance, télécharger un savoir, vous l'ajoutez sans l'avoir acquis lentement, eh bien, apparemment, c'est un progrès. Vous pouvez apprendre le kung-fu, par exemple, en restant assis.
Alors, je vais vous montrer la version française de la chose d'abord. Allons-y, extrait suivant. Où elle est? Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle? Voilà. La machine à apprendre. Elle vient d'Amérique. Alors, qui va commencer? Premier de ces messieurs. Asseyez-vous. 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 Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Attention. Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Si. L'ONU a été fondée en 1942. En quelle année? En 1942. Répétez plus vite. L'ONU a été fondée en 1942. Répétez 42 plusieurs fois. 42. Attention, nouvelle question. Choisissez la bonne réponse. C'est New York. Réponse fausse. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Répétez. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Plus vite. Trotsky a été assassiné à Mexico en En 1940. quelle année? En 40? Qui? Kennedy. Non, Trotsky. Où? À Dallas. Qui? De Broglie. Non, Kennedy. Trotsky a été assassiné en 1940 aux Jeux Olympiques de Mexico. Attention, nouvelle question. La guerre d'Espagne a commencé en 1936. Répétez. La guerre d'Espagne a commencé en 36. En quelle année? En 36. Quoi? La guerre d'Espagne. En quelle année? En 36. Quoi? La guerre d'Espagne. En quelle année? En 36. Terminée en 36? Non, elle a commencé en 36. Bravo, vous avez mérité une petite récompense. Merci, madame. Bon, ben voilà, c'est quand même un des futurs possibles de l'apprentissage. En tout cas, c'en était un. Alors, c'est pas ça le téléchargement. Je vous ai montré ça parce que ça, c'est une manière d'automatiser l'apprentissage par un système de punition et de récompense et par de la répétition. Donc, c'est l'apprentissage uniquement sur des... Vous voulez répondre? Allez-y, répondez. Venez. Et venez, on lui répond. C'est peut-être important. Non? Moi, ça ne me dérange pas. Faites-vous appeler par des amis. Il faut que ce soit le plus ouvert possible à la philosophie. On est là pour télécommuniquer aussi, pour communiquer. Bon, donc là, c'était impossible. C'était un avenir, c'est quoi? On met quelqu'un dans une boîte, il n'y a plus besoin d'enseignants, il y a juste un système de test et de vérification d'acquisition. Alors maintenant, la vraie version associée au numérique, c'est l'extrait suivant, et c'est la version plus américaine, c'est la suite de Matrix. Vous voyez comment on apprend le kung-fu assis dans son fauteuil. Extrait suivant. Allons-y. Bon, d'habitude, on commence avec les programmes d'opération. Il n'y a rien de mieux pour se faire chier. Alors, on va faire un truc plus fun, comme par exemple l'entraînement au combat. Jiu-jitsu. Je vais apprendre le jiu-jitsu. Oh non de Dieu! C'est pas vrai, on dirait qu'il aime vraiment ça. T'en veux encore? Ouais, oh, allez. Ouais. Comment va-t-il? 10 heures d'affilée, c'est une vraie machine. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Tu es dans notre programme de combat.
L'équivalent du programme de réalité virtuelle de la matrice. Il obéit aux mêmes lois, comme la gravité, mais tu apprendras que ces lois ne sont pas différentes de celles de n'importe quel autre système. Il y en a qu'on peut enfreindre et d'autres qu'on peut violer. Est-ce que c'est clair? Alors frappe-moi, si tu es de taille. Oui, on n'a dit pas de violence aujourd'hui. Alors, donc, dans l'extrait précédent, vous aviez avec des coups, vous voyez, un élève se faisait frapper pour apprendre de l'histoire. C'est une bonne manière de faire rentrer l'histoire en même temps. Il faut rappeler un petit peu qu'il y a de la violence dans l'histoire, c'est souvent le cas. Et là, vous avez l'inverse, avec une grande douceur, avec même une forme de plaisir. Vous avez vu, il est un peu extatique, hein, ce garçon qui est branché sur de la connaissance qui se télécharge directement dans son esprit. Vous avez compris, hein, parce que là, ce qu'on voit, c'est un monde sans corps. C'est uniquement dans la tête que ça se passe. Et là, sans aucune violence, avec un grand plaisir, il apprend à donner des coups et à en recevoir, sans douleur. Donc la première promesse dans le monde numérique, c'est un monde sans douleur, dans l'apprentissage. Et c'est un monde qui ne demande aucun temps. Pourquoi? Ben parce qu'on a un corps. C'est quoi l'obstacle à l'apprentissage? C'est notre corps. Non? Moi j'ai déjà fait des arts martiaux, au bout de 10 ans, j'ai toujours du mal à lever la jambe, alors que lui, en quelques heures, il va devenir un expert en arts martiaux. Pourquoi? Parce que dans le monde où il est, il n'y a plus de corps, il y a juste de la volonté et de la connaissance. Donc il suffit de savoir pour faire, de savoir pour exécuter. Un monde numérisé, c'est un monde décorporéisé, il n'y a plus de résistance du corps. Et donc il n'y a plus non plus de douleur. Le philosophe Alain disait avoir un corps, exister, c'est avoir droit de choc. Droit de choc, ça ne veut pas dire le droit de taper les autres, hein. Ça veut dire le droit d'interagir avec eux, de sentir le monde sur soi, d'avoir accès au sens, au goût, aux couleurs, au contact, et avoir droit de choc, c'est-à-dire aussi pouvoir se faire mal, évidemment, tomber, se relever, apprendre, et faire rentrer dans son corps des habitudes. Et quand on s'entraîne, qu'est-ce qu'on fait? On incorpore de la connaissance, et c'est ça qui prend du temps. Donc quand vous allez au cinéma, en général, vous voyez ça en raccourci. Le cinéma offre des raccourcis. Si vous aimez les films de sport, je sais pas, Rocky, enfin tous les films de boxe par exemple, le moment où le champion s'entraîne, en gros ça dure 2 minutes, mais dans la réalité ce serait plusieurs années. Hein, mais si on vous montre la réalité d'un entraînement, vous n'allez pas rester dans la salle, ce serait trop long, ce ne serait pas un film, ce serait la réalité. Donc là ce que vous avez, c'est un raccourci extrême, on a supprimé le corps, et donc vous n'avez que de la volonté pure, vous êtes dans un monde où il suffit de vouloir pour faire. Et le problème évidemment, c'est que quand vous avez quelqu'un qui n'est pas habitué, l'obstacle, ça reste son corps. Donc je vous montre un dernier extrait de Matrix. Vous allez voir ce problème dans un monde numérique, c'est que c'est difficile d'oublier qu'on a un corps. Extrait suivant. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Vas-y, arrête d'essayer de me frapper, frappe-moi! Bon, c'est maintenant que vous allez travailler. C'est vous qui travaillez? Non? Qui travaille? Qui a envie de travailler? Ben, personne, hein, on est là pour me voir bosser, c'est ça? Alors, non. Comment s'exprime ce problème? Vous voyez, il a un corps, donc le corps c'est quoi? C'est quelque chose qui vous ralentit. Hein, ça ralentit votre esprit. Qu'est-ce qui va à la vitesse de la lumière? Qu'est-ce qui va plus vite que la vitesse de la lumière? C'est l'esprit, c'est la pensée. Quand vous comprenez quelque chose, ça va plus vite que la lumière. C'est à la fois ce qu'il y a de plus rapide, la pensée, et ce qu'il y a de plus immobile. Hein, c'est étonnant, on ne peut pas mesurer la vitesse de la pensée, parce que c'est hors vitesse. Ce n'est pas de l'ordre du corps, c'est autre chose. Et comme c'est autre chose, c'est une vitesse infinie. Donc là, ce qu'il est en train d'essayer de lui faire comprendre, c'est dans ce monde, tu crois que tu as un corps, mais non, tu as le souvenir d'un corps. Et ce souvenir te ralentit.
augmente ta vitesse, ça veut dire oublie la notion même de vitesse. Comprends que tu as déjà atteint le but sans le viser. C'est un truc d'arts martiaux. Vous savez, il paraît que le tir à l'arc japonais, les grands experts, comment ils savent qu'ils ont atteint la cible avant même d'avoir lâché la flèche. Bon, vous voyez, c'est des choses faciles à décrire, impossibles à faire. C'est ça la différence entre la description d'une expertise et l'expertise réelle. On peut raconter ça, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc là, on essaye de vous le montrer. Comment on vous le montre? Il y a un effet spécial pour montrer la vitesse surnaturelle. Comment c'est fait? Vous avez vu? Allez-y. Le point, plusieurs images, en même temps, c'est-à-dire dans le même temps, vous avez des positions qui normalement sont successives. Vous connaissez un peu une divinité indienne? Comment elle s'appelle? Shiva. Alors Shiva, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Allez-y, vous le faites très bien. Magnifique. Combien de bras, Shiva? Qui dit 2? On va voter à main levée. Qui dit 4? Qui dit 6? Qui dit 8? Qui dit 10? Qui dit plus? Alors, qui dit impair? Nombre impair de bras? Qui dit pair? On est tous d'accord. En nombre pair de bras, 6, 8, 10, 12. Alors, je vais vous faire une révélation. En réalité, c'est 2. Oui, alors Shiva, c'est la divinité de la guerre et de la danse, qui est réputée pour la vitesse surnaturelle de ses mouvements. Comment exprimer par une statue une vitesse surnaturelle? Eh bien, exactement de la même manière, en montrant dans le même temps des positions successives. Donc, ce n'est pas 4 bras d'un côté, 4 de l'autre. Ce n'est pas 3 bras d'un côté, 3 de l'autre. Ça pourrait être 10, ça pourrait être 12. Ce sont des positions supposément successives, mais en même temps parce que c'est une divinité. Ça va plus vite que votre œil. Donc les statuaires indiens ont inventé ce truc génial de vous montrer les positions successives dans le même temps. Shiva a 2 bras, comme tout le monde, mais ça va très très vite. C'est le premier effet spécial, c'est du cinéma solide. Vraiment, c'est extraordinaire. Et là, que fait Matrix? Pour vous exprimer l'accélération infinie, une vitesse infinie de mouvement, reprend exactement l'invention de la statuaire indienne. Vous voyez? Et ça, c'est possible grâce... Oui, une objection. Ce qui fait la Vénus de Milo quelqu'un d'immobile, ou peut-être, au contraire, ça va tellement vite que les bras ne laissent plus aucune place. La Vénus de Milo vole peut-être, vous voyez? Ou alors fait des trucs hyper matrixiens. Soit on représente toutes les positions possibles des bras, soit on ne peut plus les représenter parce qu'on ne peut pas les capter, ça va trop vite. D'accord? Donc un monde numérique, c'est ça la promesse, c'est un monde où le corps ne résiste pas, et où on va à la vitesse de la pensée, qui est une vitesse absolue, qui est une vitesse infinie. Des questions, des remarques, des objections? Oui? Alors, l'ancrage corporel dont vous parlez, je répète la question parce qu'il n'y a pas de micro. Est-ce que même chez Descartes, puisqu'il y a un cerveau, il y a même si on rentre dans le détail, la glande pinéale qui est le point de contact ou le point d'attache entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme, est-ce qu'on n'est pas ralenti par la matérialité du cerveau, par le fait tout simplement qu'on est incarné? Oui, bien sûr, et c'est pourquoi Descartes, quand il différencie, alors attention, c'est pas le dieu de la religion dont il parle, c'est un dieu comme hypothèse géométrique, qui aurait des caractéristiques infinies, il serait tout puissant, c'est-à-dire qu'il peut tout faire, en entendement infini, il peut tout comprendre, et c'est quoi le troisième? Volonté infinie. Voilà. Ces trois facultés chez un dieu seraient infinies, alors que nous, êtres humains, notre entendement, on l'expérimente tous les jours, est fini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser tout en même temps, on ne peut même pas penser beaucoup en même temps. C'est pourquoi Descartes invente la méthode. C'est quoi la méthode? C'est la promesse de ne pas penser plus vite que nous le pouvons, et de ne pas affirmer comme vrai quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Et comme notre entendement est fini, on est sûr de ne pas pouvoir tout comprendre, donc on invente la déduction. C'est-à-dire que la déduction, c'est une intuition
et puis une autre, et puis une autre. Et puis, dit Descartes, il n'y a pas de vérité si éloignée qu'on ne puisse atteindre par cette méthode des petits pas. Voilà, ceux qui font des raccourcis se trompent toujours. Entendement fini, nous dit Descartes pour nous. Hein. Puissance finie, on ne peut pas tout manger au restaurant. Ouais, c'est aussi simple que ça, hein. On ne peut pas tout faire. Voilà. Notre corps, en fait, par définition, il est borné. On ne peut pas tout faire. C'est grâce à ça qu'on a incarné aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Répondez. Passez-le moi. C'est quelqu'un qui veut savoir. Qui veut savoir quoi, on ne sait pas encore. Allez-y. Voilà, allez. Et par contre, dit Descartes, le seul point commun entre nous et Dieu, il le dit une seule fois, très vite, en se cachant un peu, parce qu'à l'époque, c'est déjà pas conseillé. Il dit, le seul point commun entre un être humain et Dieu, un Dieu, c'est la volonté est infinie. L'infini de la volonté. Vous voyez, c'est pas la vitesse de la pensée, c'est on peut tout vouloir. Ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on se trompe. Parce qu'on peut vouloir affirmer quelque chose avant de l'avoir compris, par exemple. Donc c'est quoi l'origine de l'erreur? C'est la volonté infinie. Il y a de l'infini dans l'erreur, c'est la preuve de notre volonté infinie. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire encore sur Descartes, on n'a pas le temps, mais voilà, ça suffisait pour ce matin. Alors, je vais vous montrer, parce que le temps passe, c'est ce qu'il fait de mieux. On va changer d'univers, mais vous voyez, voir, c'est encore plus dystopique, parce que c'est un peu plus réaliste, c'est adapté de Philippe K. Dick. C'est un film qui s'appelle Minority Report, le rapport minoritaire, on verra ce que ça veut dire, et c'est une humanité possible. Ça, c'est ce que vous avez vu, c'est ça? N'hésitez pas à intervenir, hein. Vous levez le doigt, vous montez sur scène, vous me remplacez. Minority Report, on voit le début. Alors, avant de lancer l'extrait, c'est quoi Minority Report? C'est l'idée que on peut prévoir les crimes. Donc il y a un système qui s'appelle pré-crime. Il faut savoir que là, dans le film, ce sont des humanoïdes, enfin c'est des êtres vivants qui prévoient le futur et qui le rendent visible sous forme d'images, qui vont être ensuite analysés, interprétés par des policiers spécialisés, avec un système, vous allez voir, une interface très, très excitante. Et il faut savoir que ce système existe déjà, mais avec de l'analyse de données. Dans certaines villes américaines, les policiers, par l'analyse de données, savent à quel endroit les crimes ont le plus de chances de se produire, et donc vont organiser leur patrouille en fonction de ces données-là. Bon, c'est pas très compliqué à deviner, en général il y a un truc urbain, il y a un truc de statistique, on sait à peu près toujours où ça se passe. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault faisait même l'hypothèse, discutable, mais souvent vérifiée, que la prison par exemple servait à organiser le crime. C'était une école du crime, parce qu'on ressort toujours plus informé qu'on ne l'était en entrant en prison, et puis on a des collègues, soudain, il y a on peut monter des choses, on peut se professionnaliser en prison, ce qui permet à la sortie, dit Michel Foucault, de savoir quelle partie de la population est susceptible d'avoir fait ceci ou cela. Vous voyez, ça facilite le travail policier. Minority Report, premier extrait. Temps limite, 13 minutes. Chef, l'inspecteur du ministère de la Justice est là. J'ai bien besoin d'une nouille du ministère qui vienne fouiner ici. Je l'ai écrit sur ton agenda, j'ai laissé un message chez toi. Vérifie où il fait envoyer maintenant ses journaux. Demande aux voisins s'ils savent où il est, trop mieux des parents. Je m'occupe des parents et des voisins. John. Fletch, tu devrais lui offrir un café. Et lui raconter comment je te sauve la peau tous les jours et que tu peux pas vivre sans moi. J'ai un café, merci. Danny Whitwer, la nouille du ministère. Oups, chewing-gum. Désolé Danny, la visite guidée ce sera pour une autre fois. Les marques sont déménagées il y a 2 semaines. Personne ne sait où, on cherche toujours la famille et l'employeur. Temps limite, 12 minutes. Ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle gratter l'image, chercher des indices là où le meurtre va avoir lieu. Motif décoratif à base de briques de style géorgien 19e. Les briques ont été rapportés. Afin que cette nation, devant Dieu, ne soit pas effacée de cette terre. Les victimes sont désignées ici, les assassins ici. En dehors de ça et de la date du crime, tout ce que nous avons, ce sont les images qu'ils produisent. J'ai une police montée. Près du Capitole? Pas de système magnétique. Le Mall? Georgetown. Les précoques voient un meurtre 4 jours avant. Quoi celui-là, c'est tard? On l'appelle boule rouge. Dans les crimes passionnels, il n'y a pas préméditation, on les découvre tard. Presque toutes nos urgences sont des cas spontanés comme celui-ci. Nous n'avons presque plus de préméditation dans les meurtres. Les gens ont reçu le message? Bon,
Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais là vous avez un envoyé du ministère de la Justice, c'est un programme pilote. On est dans une ville où il y a ce programme pré-crime. Et le policier, là, en fait, il fait de l'analyse de données. Donc pourquoi c'est un humain qui fait ça? D'abord pour une raison dramaturgique, il faut quelque chose à filmer quand même, c'est mieux. Mais aujourd'hui, ça peut être fait par un algorithme. Et la déduction du fait d'avoir deux images, où vous avez un enfant qui est d'un coup à gauche, un coup à droite, il en déduit l'existence d'un manège. C'est génial, c'est-à-dire que l'enfant qui tourne, effectivement, à côté, c'est son profil, de l'autre côté, c'est comme ça. Donc ça permet de se dire, alors c'est un endroit où il y a un manège, les briques, en fait, il y a 24 maisons comme ça à Washington, donc ça va être à tel endroit. Ils ont 12 minutes pour trouver l'endroit, pour envoyer une équipe, pour empêcher quelqu'un de commettre un crime. Et vous avez une idée intéressante, mais si les gens savent qu'on peut prévoir leurs crimes, ils ne vont plus les commettre. C'est un système préventif. Si on est sûr de se faire choper, il n'y a plus de préméditation. Et c'est ce qu'il lui dit. Il n'y a plus de crimes prémédités, parce que les gens qui préméditent, ils réfléchissent aux conséquences de leur acte futur, ils se disent tiens, je ne vais pas le faire parce que de toute façon je vais me faire choper. Donc il n'y a plus de préméditation. Mais il reste du crime passionnel. Et le crime passionnel, c'est boule rouge, couleur de la passion. Alors dans ce monde où vous avez des données fournies par des humains, quand même, vous avez qui trempent dans une espèce de bain liquide, tout ça, c'est pour rendre ça... En fait, c'est pour laisser quelque chose à la liberté. Minority Report, le rapport minoritaire, vous avez 3 créatures plongées dans un bain comme ça qui produisent des images du futur, mais parfois il y a un rapport minoritaire, c'est-à-dire sur les 3, il y en a un qui produit autre chose que les autres. Et la police, souvent, décide de ne pas considérer le rapport minoritaire parce que la donnée majoritaire est censée prévoir le futur. Mais si un rapport minoritaire, c'est bien quelque chose d'imprévisible. Il y a quelque chose d'imprévisible. Il y a quelque chose qui ne peut pas être déduit simplement des données qu'on a, parce que on a affaire à un être humain. C'était l'espoir de Philippe K. Dick. Dans ce film, donc, je vais vous montrer ensuite. Donc ça, c'est un usage public, on va dire, un usage social, un usage judiciaire ou préjudiciaire, un usage policier des données, de la possibilité de conserver des données, de reconstituer également des hologrammes de personnes disparues. Hier, quand Cynthia Fleury en a parlé en disant que, oui, au Japon, il y a déjà la possibilité, si vous avez perdu quelqu'un, un enfant notamment, de le faire grandir dans un espace virtuel et de rentrer, de rester en contact avec un disparu. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans ce film. Le policier a perdu sa femme et il utilise à la maison une manière de rester en contact avec elle, simplement en se rejouant une scène de leur intimité qu'ils avaient capté. Extrait suivant. Ça me rappelle Rosarito Beach. Tu te souviens? Oui, on avait juste $20 et on attendait dans ce fourgon que le soleil brille sur nos vacances. John, pose cette caméra s'il te plaît. Je suis prête pour aller me coucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Non? Pose-la maintenant, c'est l'heure de poser la caméra pour la nuit et c'est plutôt l'heure de t'occuper de ta femme. Mon chéri, tu devrais poser cette caméra et venir regarder la pluie avec moi. Non? Je te promets de te faire passer un moment mémorable. Tu poses cette caméra maintenant ou tu n'auras rien du tout cette nuit. Donc voilà, à titre privé, ce policier qui est veuf retrouve sa femme, disons, retrouve le souvenir de sa femme. C'est assez bien fait, c'est un hologramme avec lequel on ne peut pas interagir, donc il regarde son souvenir. C'est un souvenir qui est aussi bien reconstitué que possible. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. Là, à l'époque, Steven Spielberg nous offre ça. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il nous montre la dégradation nécessaire du souvenir.
C'est Henri Bergson qui dit si vous vous souveniez exactement de quelque chose, si le souvenir était aussi exact en termes de perception que la perception actuelle, présente, eh bien vous ne pourriez plus faire la différence entre le présent et le passé. Vous seriez pris dans un cauchemar, vous auriez une démultiplication des présents. Donc la dégradation du souvenir, c'est une preuve de bon fonctionnement de la mémoire. Je vous le dis si vous êtes inquiet. Pas toujours le cas, évidemment, il y a des pathologies, mais le souvenir, par définition, se présente comme dégradé pour ne pas vous faire vivre dans 2 mondes en même temps, ou 3, 4, 5, un nombre infini de mondes. Vous voyez, ça permet ça. Ça permet de faire la différence entre le présent et le passé, d'avoir le passé disponible, mais sous une forme supportable. Parce que si c'était vraiment actuel, un mort serait présent. Vraiment, par exemple. Et au fond, ce n'est pas souhaitable. On peut le souhaiter, évidemment, mais ce ne serait pas vivable. Ce serait un film d'horreur, en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le moment mémorable que lui promet sa femme, eh bien, par définition, il ne peut pas vraiment s'en souvenir, puisque c'est une mémoire, c'est un souvenir, c'est forcément dégradé. Mais le moment mémorable, ça permet à Spielberg de ne pas montrer non plus un coït, vous voyez, un acte sexuel. Le moment mémorable, c'est celui qu'on ne peut pas montrer. Or, dans un monde numérique, si vous avez vu un autre film qui s'appelle Strange Days, je ne vous ai pas apporté parce qu'on n'avait pas le temps, c'est un film de Catherine Bigelow, vous avez un dealer de souvenirs. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y a usage de narcotiques. Pour que l'hologramme soit convaincant, il faut se défoncer un peu. Pour ne plus pouvoir faire la différence entre le présent et le passé, on a besoin d'une aide, on a besoin d'un stupéfiant. Et dans Strange Days, le stupéfiant, c'est directement le souvenir, parce qu'il est capté un peu mieux, avec un truc qui s'appelle le poulpe, qu'on met sur la tête, et c'est directement capté sur le cerveau. Et si vous le mettez en fermant les yeux, le dealer vous offre la possibilité, vous fermez les yeux, et soudain, il dit « Ah !» Donc on voit quelqu'un qui fait comme ça, je vous refais l'extrait, et dit « Voilà, vous êtes une jeune fille de 17 ans sous la douche. » Donc ça permet de ne pas le montrer, et ça permet de montrer quelqu'un qui, grâce à cet artifice, peut vivre les sensations de quelqu'un d'autre qui ont été captées. Bon, c'est ça la promesse, la vraie promesse du numérique. C'est est-ce qu'à un moment, on pourrait télécharger, comme dans Matrix tout à l'heure, l'expérience de quelqu'un d'autre, la vivre, vous voyez, en fermant les yeux, avoir les sensations exactes de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une des promesses. C'est une des possibilités, et c'est une possibilité tout à fait réaliste. Voilà, je sens que ça vous excite. Deux extraits encore de Minority Report. On va voir, il y a quelque chose de le numérique aussi, ça promet l'idée d'une individualisation. Vous voyez ? Ah bon, on va le voir tout de suite. Extrait suivant. Alors qu'est-ce qui se passe là? D'abord il y a automatisation, vous avez vu les voitures vont toutes seules, il n'y a plus d'accidents parce qu'elles sont auto-conduites et les unes par rapport aux autres, elles communiquent entre elles sans avoir besoin d'être pilotées par un individu libre donc dangereux. Et vous avez qu'est-ce qui se passe à la fin? Le petit clic-clac là, c'est quoi? Voilà, j'entends que vous avez tous compris ce qui se passe. C'est identification optique. L'œil, c'est comme les empreintes digitales, il est individuel. Et donc ça permet d'identifier quelqu'un de manière sûre et certaine. Et ça vous permet d'oublier votre badge à la maison. Si vous travaillez par exemple dans un bâtiment, le bâtiment vous identifie et vous laisse passer en cliquant, en identifiant votre œil. Alors, ça a l'air d'avoir plein d'avantages, il y a beaucoup de positifs, puisqu'on peut oublier, enfin, on est devenu sa carte de crédit, son badge, vous voyez, l'œil sert de système d'individualisation, de carte d'identité. Mais il y a d'autres conséquences, c'est-à-dire à un moment, ce policier va être considéré comme un criminel, et voilà ce qui se passe pour lui. Extrait suivant. Ah, une question, après. Une route traverse le désert. Nexus. La route sur laquelle vous êtes, John Anderton, est la moindre. Bonsoir, John Anderton. Offrez-vous des vacances à la carte, John Anderton. Qui vous fera rêver. Une bonne Guinness ne serait pas de refus. C'est très simple, votre Guinness. Échappez-vous de tout ça. Stressé, John Anderton. Besoin de vacances. Échappez-vous de tout ça. Évadez-vous, John Anderton. Venez à Aruba.
Il vient d'être identifié dans le métro. La rame fait 2 arrêts, à la 20e et à la 33e. Envoyez des unités aux 2 stations. On n'arrivera pas à la 20e. Mais faut y croire. Bon, avant que vous posiez une question, c'est moi qui vous en pose une. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cet extrait? Ah, ça ne t'intéresse pas, d'accord. C'est ta question qui t'intéresse. On la prend après. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cet extrait? Tu as le droit de jouer quand même. Hein. Un micro? Un micro? Voilà, regarde. Du coup, il y a des images qui sont possibles d'être vues et qui bougent à travers le journal, et ça donne une actualité presque en continu qui est en rapport avec l'actualité présente dans, je pense, juste en Amérique, et en fonction du coup des personnes qui sont recherchées, pour l'exemple qui est montré, il y a une surcharge d'informations, je pense, et ce qui pourrait peut-être aussi faire, c'est une inquiétude permanente en fonction de si jamais l'individu est très dangereux ou pas. Bon, là on parle d'un policier qui est, je sais plus de quoi il est accusé, mais bon, du coup d'avoir été vu en train de commettre un meurtre, et du coup il est recherché parce qu'il ne veut pas se rendre. Alors dans cet extrait, il y a une première partie. La deuxième partie, ça c'est l'information, le rapport entre l'information et la recherche policière. La première partie, qu'est-ce que vous avez remarqué? La publicité lui parle à lui, c'est l'individualisation, c'est-à-dire le fait d'être identifiable par son œil permet l'individualisation du message publicitaire. Il croit que quelqu'un l'appelle, oui, c'est le panneau publicitaire, et John Anderton, tu viendrais pas boire une petite bière avec moi? Disons, tu veux pas acheter la nouvelle... Donc, en fait, c'est exactement ce qui se passe quand vous êtes sur Internet. Il y a une individualisation, d'après les données qu'on a sur vous, des propositions publicitaires. Et la dernière partie de l'extrait, qui est la plus troublante, c'est que la publicité et l'information sont devenues exactement la même chose. C'est quoi une information? C'est quoi une publicité? Eh bien, actuellement, à l'heure où je vous parle, certains directeurs de grands groupes d'information et de télécommunications considèrent qu'une bonne publicité, ils appellent ça une information individualisée. Ah oui, c'est une information qu'on vous envoie en fonction des données qu'on a sur vous pour vous mettre dans une situation d'acte d'achat, par exemple, de commande commerciale. Et donc l'information et la publicité sont devenues la même chose. Et par ailleurs, effectivement, il y a une histoire de temps réel. Là, c'est une espèce de BFM sur papier, quoi. C'est-à-dire que et c'est associé à un système policier, parce que si on sait où est chaque personne, si on peut localiser l'individu, évidemment, on peut, puisqu'il a encore un corps, l'attraper, le localiser et l'attraper. Alors, c'était quoi la question de tout à l'heure? Attends, il y a le micro qui arrive. Je voulais savoir si jamais il y avait un accident du coup avec les véhicules qui sont automatisés, c'est qui serait en tort, le concepteur du véhicule, l'informaticien ou Alors c'est une question pour Elon Musk qui sera là cet après-midi. Ouais. C'est une très bonne question et ça s'appelle le dilemme du tramway, mais on ne va pas la résoudre aujourd'hui. C'est une question qui se pose, et d'ailleurs c'est un problème qu'ils ont, c'est que tous ces systèmes fonctionnent très bien jusqu'au moment où il y a un mort. Voilà. Après il y a un problème de responsabilité, et comme Elon Musk n'a pas envie d'aller en prison, mais plutôt d'aller sur Mars, il sera difficile à attraper. Mais du coup, est-ce que ça sera considéré comme un crime? Je sais pas, je suis pas flic. Mais Non, mais tu sais, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question, mais on ne peut pas la résoudre aujourd'hui. Tu vois, comme moi, j'ai pas beaucoup de temps, je vous présente en fait des aspects, tu vois, des situations d'humanité possibles et de déshumanisation possible. Parce que la question que tu es en train de poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une disparition de la responsabilité individuelle? Et s'il y a un mort, mais que c'est une machine qui l'a causé, qui est responsable? Est-ce que c'est le concepteur? Est-ce que c'est celui qui l'a commercialisé? Est-ce que c'est ceux qui ont autorisé? C'est une très très bonne question, et c'est une question pour le monde d'aujourd'hui ou de demain, parce que pour l'instant, ces choses fonctionnent dans des endroits où c'est encore expérimental. Donc après, la question, c'est quand c'est généralisé, si c'est généralisable, et ça ne le sera probablement pas, pour plein de raisons.
mais on en parlera après. Alors on change d'univers, on va terminer sur un film que j'affectionne beaucoup. Je sais que j'ai déjà montré des extraits, mais c'est pas grave, on se voit une fois par an, donc c'est comme Noël, hein, c'est toujours la même histoire. Demolition Man, c'est l'hypothèse d'un monde où la violence a disparu. Alors je sais que c'est une fiction, hein, d'accord ? C'est une fiction, et la violence policière a disparu, et la violence criminelle a disparu. Et puis soudain, dans ce monde, où les prisons, en fait, les prisons sont cryogéniques, cryo, c'est-à-dire froid, c'est-à-dire qu'on congèle les prisonniers, donc c'est assez facile de les surveiller, et on les forme, c'est-à-dire qu'on leur met on leur télécharge ou on leur incorpore, comme dans Matrix, des connaissances, puisqu'il y a toujours un rêve de réforme qui est associé à la naissance de la prison. Donc c'est des prisons qui réforment les gens en profondeur. Et là, dans cet univers apparemment utopique, idéal, où il n'y a plus de violence, on a réveillé un criminel de l'ancien monde, et les policiers du nouveau monde sont devenus policiers au sens étymologique, police, la cité, police, la politesse, donc ils sont devenus polis, et ils sont devenus incapables de violence, donc ils ne savent plus quoi faire face à un vrai criminel. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils réveillent un flic ancienne manière, c'est Sylvester Stallone. On le surnommait Demolition Man, parce que quand il arrêtait quelqu'un, il détruisait tout. Et voilà son réveil. Demolition Man, premier extrait. C'est pas son réveil, ça, c'est son endormissement. À tout le personnel, la prochaine audition pour la libération conditionnelle du détenu Gilmour aura lieu à 7h15. Le directeur William Smithers est prié de se rendre en salle de conférence niveau A. Paix et félicité, William Smithers. Ben, félicité, lieutenant Lenina Huxley. Comme c'est un magnifique lundi matin et comme l'exigent curieusement mes fonctions, je me dois de vous interroger sur la population carcérale. C'est toujours aussi ennuyeux chez vous. Votre question est aussi amusante qu'elle est hors de propos. Les prisonniers sont des cubes de glace, ils ne bougent jamais. Voilà, donc moi à chaque fois que je vais chez Picard, je pense à ce film. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à surveiller quand ça bouge pas, et qu'en plus de ça, l'apprentissage se fait de manière automatisée. Il n'y a plus besoin de... Moi, je vais en prison régulièrement. On a des échanges très intéressants. Mais on vous donne, quand vous arrivez, quand vous êtes un intervenant extérieur, on vous donne un petit bouton d'alerte. Bon, je n'ai jamais eu à m'en servir. Mais là, il n'y en a pas, vous voyez, parce qu'en fait, il n'y a plus aucun danger. Et qu'est-ce qu'a fait la policière dans ce monde où on lui a parlé de la violence passée? Elle s'ennuie un peu. Et heureusement pour elle, il y a un film, donc il y a un écart à l'ennui. Et donc on est obligé de réveiller, c'est là le réveil que je vous avais promis, on est obligé de réveiller le flic de l'ancien monde. Extrait suivant. Filez-moi une Marlboro. Oui, bien sûr, tout de suite. Qu'est-ce que c'est, une Marlboro? Une cigarette, n'importe quelle cigarette. Fumer vous fait du mal. Il a été estimé que tout ce qui nous fait du mal est mauvais. Donc interdit. Alcool, caféine, viande, sport de contact. Vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour Mots infraction au code de grossiers, moralité du chocolat, langage. essence, jouets non éducatifs, nourriture épicée. L'avortement aussi est interdit, de même que la grossesse si vous n'avez pas d'autorisation. Vous, l'homme des cavernes, cessez de nous jouer le réveil de la Belle au bois dormant et mettez-vous au travail. Monsieur Phoenix vient de renaître de ses cendres. J'ai traqué ce fumier pendant 2 ans. Et quand enfin j'ai mis la main dessus, vous m'avez transformé en glaçon pour ma peine. Merci, mais non merci. La condition de votre libération est votre pleine réintégration au sein du SAPD avec pour mission immédiate la capture de Simon Phoenix. Ou vous retournez dans votre enceinte cryogène. Tout le monde n'a pas une seconde chance, John Spartan. C'est un très beau moment de ce film. C'est un moment de réflexion. Dans un film d'action, on a rarement le temps de le voir. Et là, vous voyez dans son esprit se disputer 2 possibilités. Soit accepter la mission qui lui est donnée par ce supérieur hiérarchique détestable, mais qui lui permet d'exercer sa puissance vitale, d'exister, de se déplacer, d'interagir, de découvrir ce nouveau monde. Et soit retourner
dans son congélateur. Voilà. Donc évidemment, il ne choisit pas le congélateur, sinon le film s'arrête là, ça devient un court-métrage. Et il choisit le risque, voilà, ça lui plaît. Vous avez remarqué, donc, il y a un système de verbalisation automatisée. C'est ça, en fait, le monde, comment dire, où on recueille des données sur vous en temps réel. On vous donne aussi une amende en temps réel. Vous avez comme un Siri qui non seulement vous écouterez, mais vous condamnerez en temps réel avec des tickets. Vous savez, les policiers sont très choqués par les gros mots, et ils sont désarmés, au vrai sens du terme, ils sont désarmés par leur politesse. Hein, c'est drôle, mais c'est comme ça. Alors je vous montre encore 2 extraits de ce film pour réfléchir ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, des objections. Donc il y a un système politique derrière, évidemment. Hein. C'est jamais juste de la technologie, c'est aussi de la politique. Et là, c'est, vous voyez, une analyse politique qui va être exprimée de manière assez simple. Extrait suivant. Avant instruction. Contrôle voix, Lenina Huxley. Malheureusement, Simon Phoenix n'a pas été codé. Pendant votre sommeil, chaque individu dans cette ville a été muni d'un code. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant. Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on ne mette au point ce système. On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. D'après vous, qu'est-ce qui provoque ces démangeaisons, hommes des cavernes? Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle? Votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé. Pourquoi pas une laisse dans le cul? C'était plus simple. Espèce de sale mangeur de viande. Qu'importe ce qu'a pu être votre monde de barbares, je ne digère pas le fait que vous ayez porté l'insigne de la police. Je vous renvoie là-bas, John Spartan. Oui, je vous renvoie là-bas. Messieurs, je vous en prie, contrôlez vos hormones. Dans cette situation, nous avons besoin de tous nos cortex disponibles. Donc là, vous avez la policière qui fait une analyse cartésienne qu'elle a empruntée dans le traité des passions, c'est-à-dire que les passions obscurcissent le jugement, et elle leur propose de se calmer pour retrouver une forme de lucidité. Et on remarque que cette parole est portée par une femme dans un monde d'hommes qui sont esclaves de leur passion. Donc aujourd'hui, alors là, vous avez l'impression que c'est la science-fiction, mais le travail policier repose exactement, pas seulement, actuellement, travaille beaucoup sur, c'est quoi l'équivalent de ce qui est mis sous la peau, là, le petit truc rouge qui clignote? Téléphone portable, bien sûr. C'est le problème numéro 1 des criminels, s'il y en a parmi vous qui ont des vocations. Sachez-le, c'est votre téléphone portable qui, la plupart du temps, vous trahit, pas seulement, hein, mais beaucoup, y compris quand vous le laissez chez vous. Parce que si vous le laissez chez vous à l'heure où il y a un braquage, ben pourquoi tu l'as laissé chez toi? Parce que tu étais au braquage. C'est-à-dire que même l'absence de données est une donnée. Et d'ailleurs, quand vous éteignez votre téléphone portable, ou les moments où vous ne vous en servez pas, vous pensez que vous ne produisez pas de données, c'est l'inverse. On sait qu'entre telle heure et telle heure, vous n'utilisez pas votre téléphone portable, et c'est une donnée qui a une valeur commerciale. Voilà, je vous dis ça, en cas où vous croyez qu'il suffit d'éteindre un téléphone. Et par ailleurs, si vous voulez vraiment vous lancer dans une carrière criminelle, sachez-le, il ne suffit pas d'enlever sa batterie pour que le téléphone ne puisse plus servir. Parce que dans le téléphone reste toujours suffisamment de courant pour qu'il puisse être activé à distance, même sans batterie, pour pouvoir le transformer en micro pendant encore quelques instants. Voilà. Si vous avez vu ce film, c'est pas Ennemi d'État, c'est comment il s'appelle ce film? Je sais plus. C'est un film américain avec Russell Crowe où on voit c'est de la lutte antiterroriste et ils ne peuvent rien faire parce que le système ennemi n'utilise pas de communication par portable. Ils font juste du papier, de la rencontre physique, donc ça ne laisse aucune trace, ça ne laisse aucune donnée. Donc la meilleure arme de nos jours pour être indétectable, c'est de ne pas utiliser les téléphones portables. On a l'impression que je fais un cours de criminalité là, mais c'est pas du tout le cas. On montre un dernier extrait de ce film, je crois que c'est mon moment préféré dans l'histoire du cinéma du XXe siècle. Dans les toilettes, non ça j'ai déjà mis, on ne met pas dans les toilettes, mais je vois qu'il y a un connaisseur. Extrait suivant. Sergent? Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier soir. Je vous ai fait ça. C'est pour moi? Oui. C'est gentil. Oh, je vais conduire. Faut bien que j'apprenne un jour. D'accord.
Merci pour ce joli cadeau. Je sais pas ce qu'on avait mis dans ma cryo-mixture, mais une fois décongelé, j'ai plus qu'une seule envie, tricoter. Comment ça se fait que je sais ce que c'est qu'une surpiqûre, des ciseaux à cranter, le point de Bati, le point de Bourdon? Là, tout de suite, je pourrais vous broder un apron, les yeux fermés. Ça fait partie de votre programme de réinsertion. L'ordinateur détermine pour chaque détenu le métier ou le savoir-faire le plus conforme à ses dispositions génétiques. Il lui inculque alors le savoir et le désir de mettre à profit l'enseignement qu'il a reçu. Je suis une couturière? Alors ça, c'est le bouquet. Donc voilà, c'est pas parce que on a beaucoup de données sur vous qu'on peut vous mettre en situation de devenir l'individu que vous rêvez d'être. Vous voyez, il y a une différence entre ce qu'on sait sur vous et ce que vous aimeriez être. Et dans cet écart, il y a la possibilité de la liberté humaine. C'est pas parce qu'on recueille beaucoup de données qu'on a une idée de l'avenir que vous vous souhaitez. Le temps imparti pour cette conférence vient à son terme. Si vous avez envie d'une suite, c'est-à-dire comment rester humain dans ce monde digital, on se retrouve demain matin à la même heure pour les plus courageuses, les plus courageux. Je vous remercie de votre attention. Je suis tout à l'heure là, je suis exfiltré. On mène sur la place à l'Agora. Si vous voulez continuer à discuter, je suis à votre disposition. Merci de votre attention.